Bonjour, bonjour et merci d'être avec nous pour cette deuxième partie d'émission où il sera question de voitures connectées et de vitesse. Ce jeudi s'ouvre au professionnel le mondial de l'automobile de Paris qui se veut l'un des plus fréquentés au monde. Lors de la précédente édition en 2014, il y avait 1,25 million de visiteurs. Mais cette année, plusieurs grandes marques comme Bentley ou Lamborghini renoncent à leur participation. Pourquoi? Quelles conséquences? Pour en parler avec nous, Karina Chabour, chroniqueuse économique à France 24 et Marjorie Paillon, présentatrice et journaliste de Tech 24 notamment. Alors avant de répondre à la problématique du salon, peut-être un point sur les innovations, les dernières innovations en matière automobile. On est dans un autre monde. On est dans un autre monde, oui et non en même temps, parce qu'on a vraiment l'impression d'être à un tournant en fait aujourd'hui de l'automobile et de la connexion. C'est vrai que les constructeurs automobiles ressemblent de plus en plus à des entreprises électroniques, à des entreprises high-tech. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ils sont en train de déserter les travées du mondial de l'automobile à la porte de Versailles cette année. Et en même temps, la voiture embarque toujours plus d'électronique, toujours plus d'informatique. On veut des voitures plus smart, plus intelligentes, plus écolo, plus durables. Et ça, encore une fois, les constructeurs l'ont bien compris. Alors oui, ils se muent de plus en plus en entreprise high-tech. Après, il faudra voir jusqu'à quel point, jusqu'à quel paroxysme arrive cette connexion. Mais alors, en termes d'innovation concrète, des petits gadgets peut-être, qu'est-ce qui sont les derniers, on parle de Smart City, on parle de voitures connectées, ça veut dire quoi? C'est quoi la vision du futur de l'automobile? L'idée, c'est de se dire que la voiture, c'est la plateforme, c'est la télécommande de cette Smart City. Comment est-ce qu'on anticipe? Ville intelligente, Smart City. Exactement. Comment est-ce qu'on envisage la mobilité dans un véhicule, fût-elle une voiture, dans ces villes intelligentes et ces villes connectées? D'abord, on est en train évidemment beaucoup de parler de voitures autonomes, c'est-à-dire des voitures sans conducteur. Des constructeurs automobiles traditionnels comme des constructeurs moins traditionnels, donc plus high-tech, sont en train de travailler dessus. On parle beaucoup de la Google Car évidemment, dont les premiers essais ont été faits l'été dernier en Californie, qui roule déjà sur certaines routes aussi californiennes. Les rumeurs sont relancées aussi autour du projet Titan, qui est le grand projet d'Apple sur cette iCar qui est un peu fantasmée à la fois par tous les designers du monde et en même temps qui sont aussi relancés par des rumeurs de rachat de McLaren par Apple. Bon bref, tout ça bruisse de ces idées-là. En tout cas, la question c'est de se dire, ok, à partir du moment où on va aller vers des voitures sans conducteur, des voitures autonomes, qu'est-ce qu'on fait quand on est conducteur et qu'on est dépossédé de ce temps de conduite dans une voiture? On essaie de penser à la façon dont la voiture peut être encore une fois une plateforme, une télécommande de cette ville connectée. On est dans une voiture, donc on a quand même du temps à partager. Est-ce qu'on le fait en regardant des contenus? Donc là, les constructeurs automobiles sont en train de travailler avec des fournisseurs de contenu. Ça peut être du divertissement, ça peut être de l'information, ça peut être aussi une voiture qui devient un bureau à part entière, d'où on va pouvoir commencer à travailler avant même de se rendre sur son lieu de travail. Et puis, encore une fois, on est en train de repenser la façon dont on va pouvoir fonctionner dans une ville qui, là aussi, va être connectée en permanence et transmettre des informations. Puis ça pose un autre problème. Et des villes qui essayent aussi de diminuer le nombre de voitures. Mais de diminuer le nombre de voitures. Et après, il y a une autre problématique qui se pose. Plus on met de connexion quelque part, plus on peut se faire pirater. Donc c'est aussi un grand marché qui embarque là aussi des entreprises de cybersécurité qui évidemment sont aux aguets. Aux aguets. Alors Karina, cette année, certains constructeurs ont fait face à une série de scandales. On pense évidemment au Dieselgate. C'est donc un scandale lié à la triche en matière de lutte contre la pollution. Quelles sont les conséquences de tous ces scandales sur le secteur automobile? Ma première conséquence sur celui qui est au cœur du scandale, Volkswagen. Vous savez, donc il a effectivement installer un logiciel dans ces voitures pour minimiser effectivement les émissions de CO2 de ces moteurs diesel sur 11 millions de voitures. La conséquence pour lui, eh bien, c'est qu'on chiffre jusqu'à 35 milliards d'euros, la somme de tout ce qu'il devra payer en poursuite judiciaire et en dédommagement aux conducteurs qui ont été lésés. On a vu aussi, le constructeur a aussi vu ses ventes baisser l'année dernière. Il se pose la question de continuer à vendre des diesels aux États-Unis et il a enregistré sa première perte en 20 ans en 2016, 1,6 milliard millions d'euros de pertes, la première en 20 ans, même si depuis les ventes repartent et qu'il reste, disons, numéro 1 mondial des ventes au coude à coude avec Toyota. De façon générale, on parle maintenant de Dieselgate, puisque effectivement c'est l'ensemble du secteur diesel qui est touché pour tous les constructeurs, qui d'ailleurs, il y a une forme de la chasse au diesel en ce moment. Absolument, il y a une suspicion générale sur l'ensemble des constructeurs pour avoir fait exactement le même type de fraude, notamment Renault en France et dans le collimateur, et il y a un impact sur les ventes. En France, qui est un peu le champion des diesels, eh bien cette année, par exemple, on voit que le diesel représente 53% des ventes, alors que c'était 73% en 2012, et que cette baisse, eh bien, elle devrait être
accentuer dans les années à venir parce que les contraintes sont de plus en plus fortes, avec un coût qui est lié, qui est lui aussi de plus en plus fort. Et on voit d'ailleurs chez les constructeurs une volonté, en tout cas un début, des prémices de s'orienter vers la fin du diesel. Et Volkswagen, qui précisément est au cœur du scandale, eh bien aujourd'hui s'engage volontairement dans une stratégie vers le tout électrique, alors qu'il a longtemps hésité, il a longtemps même dénigré l'électrique. Et lors de ce mondial, précisément, il va présenter un prototype 100% électrique, un concept car Volkswagen 100% électrique. Donc on voit pour le coup un grand virage de la part. Un grand virage. Plus généralement, quel est l'état du marché automobile aujourd'hui dans le monde? C'est quoi les pays qui sont en pointe? En fait, étonnamment, ça va plutôt bien. Les ventes sont en hausse de l'ordre de 5% sur les 7 premiers mois de l'année 2016. Des ventes qui sont surtout tirées par l'Asie, par la Chine, bien évidemment, où là, il y a vraiment en tout cas, il y a encore beaucoup de potentiel pour que les Chinois s'équipent. Chine qui fait face à un énorme problème de pollution aussi dans les villes. Également, absolument. Et puis, alors, les émergents, eux, par contre, on voit qu'il y a un vrai problème en Russie et au Brésil, qui est lié à la crise économique notamment. Des ventes qui sont en hausse en Amérique du Nord, dans tous les pays d'Amérique du Nord, et en Europe de l'Ouest, plus 7%. Et ça, c'est un petit peu c'est surprenant. Et on revient quasiment au niveau d'avant crise de 2008. Et en fait, c'est parce qu'il y a une certaine hausse des revenus, notamment en Allemagne, ou encore des taux d'intérêt qui sont extrêmement faibles et qui facilitent les achats de voitures. Mais attention, parce qu'on ne sait pas trop où ça va aller en 2017. On pense notamment à la fin de la prime à la casse en Espagne qui va se ressentir, ou encore au Brexit au Royaume-Uni. Marjorie, certains constructeurs délaissent le mondial de l'automobile jugé trop classique. Alors c'est le cas pour Paris, ce sera peut-être le cas d'autres salons. Ils se reportent sur des salons high-tech qui ne sont pas des salons automobiles. Pourquoi ça veut dire quoi? C'est le signe de quoi? Encore une fois, c'est vraiment l'illustration de cette convergence entre le monde de l'automobile et le monde de l'électronique. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs maintenant éditions du CES, notamment, qui est la grand-messe de l'électronique. Alors le CES, pour les non-initiés, la grand-messe de l'électronique grand public à Las Vegas. On voit de plus en plus de constructeurs automobiles qui viennent chasser sur les terres des constructeurs d'électronique grand public, encore une fois. Et puis, parce qu'il y a une vraie porosité entre les deux mondes. On parlait tout à l'heure avec Arina de l'émergence des véhicules électriques et de constructeurs traditionnels qui avant n'y croyaient pas trop et qui maintenant s'embarquent dans la bataille. C'est aussi pour une raison toute simple. Il y a un grand constructeur. Alors, j'allais dire hybride, pas tant pour les énergies qu'il utilise que pour, encore une fois, son inspiration. C'est Tesla. Tesla Motors, c'est l'entreprise d'Elon Musk qui est vraiment le génie de la Silicon Valley en ce moment. C'est le cofondateur de PayPal. C'est aussi l'âme de SpaceX, qui est une société de lanceurs de satellites. L'idée, c'est de se dire qu'avec Tesla, la voiture électrique est rendue possible, d'abord parce qu'il édite en open source, c'est-à-dire pour la grande majorité du public, la façon dont lui-même conçoit ses voitures électriques. Il publie les informations. Donne son secret, pratiquement. Oui, absolument. Et on est, encore une fois, dans la recherche d'une énergie plus facilement stockable, d'un électrique plus propre, là aussi. Alors, même s'il y a eu des petites anicroches du côté de Tesla cet été sur des essais, notamment de voitures avec un accident révélé, l'idée, c'est de se dire que, typiquement sur le mondial de l'auto à Paris, bien, les Ford, les Mazda, les Volvo qui ne viennent pas, Tesla vient à leur place. Ça, pour la deuxième année, sera présent, ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années. Donc voilà, on voit que les deux mondes s'imbriquent, qu'ils prennent des parts de marché les uns sur les autres. Et puis après, il faut aussi ne pas rester dupe. Ces salons, c'est un vrai business. C'est ce qu'on appelle le B2B, le business to business. Donc, quand un salon comme le CES fait des tarifs pour que des constructeurs automobiles viennent justement dans les travées de son salon, forcément, le mondial de l'automobile essaie de pratiquer d'autres tarifs de l'autre côté. Et ce sont des choix budgétaires à arbitrer. Et puis, il y a aussi un fait que la communication de ces constructeurs-là est complètement décorrélée du timing de ces grands salons. C'est plus le même. Oui, c'est un côté un petit peu presque ringard, un petit peu à l'ancienne, en fait, d'aller au salon pour découvrir ce qui se passe. On veut parler à ces consommateurs de façon très directe. On veut aller les chercher au moment où ça se passe, quand ça se passe, et pas attendre ces grands messes qui sont un peu, encore une fois, décorrélés de leur réalité à eux. Karina, il y a d'autres raisons aussi pour lesquelles le salon de l'automobile de Paris perd un petit peu sa place. C'est qu'il y a de plus en plus, en tout cas, il y a d'autres salons concurrents très importants, notamment en Asie. Alors, pourquoi certains constructeurs vont choisir de ne plus venir à Paris et peut-être aller, j'en sais rien, à Shanghai ou ailleurs? Effectivement, il y a une question de coût, il y a une question de stratégie. On voit aussi d'autres constructeurs comme Bentley qui dénigrent cette année le salon de Paris parce qu'ils préfèrent se concentrer sur des petits événements plus spécifiques et qui lui permettent de se rapprocher mieux, disons, de sa clientèle. C'est une question de communication. Voilà, mais là, on est quand même sur un marché d'élite, on va dire. Ensuite, il y a par exemple le Suédois
Volvo, qui lui maintenant préfère se concentrer sur le salon de Genève. C'est vrai qu'il est un petit peu plus haut de gamme que le salon de Paris. Il y a aussi le salon de Francfort qui fait concurrence. Lui, il est un petit peu plus technologique également, mais effectivement, ça fait quand même 3 salons très importants en Europe, même s'ils s'alternent. Et puis, effectivement, il y a cette multiplication de salons en Asie, en Amérique également, et puis il y a des arbitrages budgétaires à faire à un moment donné. Donc tout ça, effectivement, peut inquiéter, disons, les organisateurs de Paris. Oui. En introduction, je disais quand même que le mondial de l'automobile à Paris avait connu des records d'affluence, notamment en 2014, 1,25 million, c'est ça, de visiteurs, c'est énorme. Est-ce que cette désaffection de certains constructeurs va avoir un impact, et quel impact ? Disons que les organisateurs, en tout cas, ce qu'ils veulent mettre en avant, c'est que ce salon de l'auto, c'est une vitrine des nouveautés. Ils insistent sur le fait qu'il y aura 30% de nouveautés en plus par rapport à l'édition 2014. C'est plus de 100 modèles nouveaux qui vont présenter, donc c'est un peu là-dessus qu'ils jouent. Et puis un argument qui est assez économique, qui peut effectivement faire mouche, c'est que ça n'est pas que de la vitrine, ça n'est pas que de la promotion, c'est vraiment du business. Et sur ces plus de 1 million de visiteurs qui étaient venus il y a 2 ans, selon eux, eh bien, un quart aurait acheté un véhicule neuf dans les 6 mois qui ont suivi le salon. Donc effectivement, ça peut faire figure de grands concessionnaires mondiaux. Donc affaire à suivre, en tout cas, ce sera effectivement couvert par France 24 avec des envoyés spéciaux sur place. Merci Karina, merci Marjorie d'avoir été sur ce plateau, de nous avoir éclairé sur le salon de l'automobile qui ouvre donc ses portes la semaine prochaine à Paris. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. L'info continue sur France 24.